Et revoilà le président Donald Trump à la Maison-Blanche. Le 47e président des États-Unis d'Amérique a prêté serment lundi 20 janvier. Pour décrypter cet événement, nous recevons sur notre plateau M. Serge Nedro. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Serge Nedro, vous êtes un observateur de la politique américaine. Vous êtes économiste, CEO du groupe Alliance Holding et président de la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa, également auteur du livre L'héritage Trump en Afrique, en librairie déjà au Canada et qui sera disponible en Afrique en février. Tout à fait. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, M. Serge Nedro, avant de revenir au décryptage de la prestation du président Donald Trump, très rapidement, l'héritage Trump en Afrique, dites-nous, quelle réalité? C'est une grande réalité. Comme je vous l'ai dit, je suis le président Trump depuis un moment, depuis pratiquement 2015, depuis l'annonce de sa première candidature pour être président, d'abord la candidature aux primaires. Et donc, c'est un homme dont aussi j'ai lu beaucoup de livres, par exemple son livre là, de la négociation. Et c'est un homme vraiment atypique au plan entrepreneurial comme au plan politique. Et donc, pour moi, il était important que l'Afrique puisse le découvrir, surtout la jeunesse africaine, surtout la future élite africaine, puisse le découvrir sur toutes ses facettes. C'est pour cela que j'ai évidemment entrepris cette grande mission d'écrire sur le président Trump, qui a beaucoup déjà d'écrits sur lui, mais jamais aucun Africain, jamais un Africain n'a écrit sur Trump. Et il fallait que je puisse, il fallait que je puisse y penser, écrire et tout ça. Et vraisemblablement, quand on regarde la vie du président Trump, nous voyons que la vie du président Trump, le parcours du président Trump ressemble plus ou moins au parcours de l'Afrique. Donc dans ce livre, je crée le parallèle entre le parcours du président Trump et le parcours de l'Afrique. Parce que voici un homme, par exemple, évidemment, qui est milliardaire et qui décide d'être président de la République en 2015 et qui devient président de la République en 2016. Et vous voyez que donc il est au summum, évidemment, de sa gloire. Et après, qu'il connaît, un passage dans le vide, un passage difficile, un temps compliqué, où il perd le pouvoir en 2021, où il est poursuivi par les tribunaux, où il va jusqu'à même à risquer sa vie. Il prend une balle en Pennsylvanie, dans un champ de Pennsylvanie, comme lui me l'a dit hier. Et du coup, il se bat contre tout le système, il se bat et il redevient encore président, évidemment, des États-Unis d'Amérique. Et c'est l'histoire de l'Afrique. Voici une Afrique qui a connu toute sa gloire. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est le berceau des sciences avec les hiéroglyphes. Tous les savants européens, occidentaux sont passés par l'Afrique. Plutarque, Platon, tous ces hommes ont été formés en Égypte, dans l'Égypte antique. Donc l'Afrique a connu cette gloire importante. Et voici un temps où l'Afrique passe dans un passage à vide également, où l'Afrique connaît l'esclavage, l'Afrique est esclavagisée, l'Afrique est colonisée, l'Afrique perd tout, l'Afrique n'est plus reconnue, n'a plus sa place dans le Conseil des Nations comme autrefois dans l'Antiquité. Donc vous remarquez que c'est le même truc, mais seulement que Trump ne s'est pas assis pour pouvoir se morfondre sur son sort, il s'est battu, et c'est ce que je dis dans ce livre. Donc je dis, c'est ce modèle, je dis aux Africains, il faut se battre, il faut prendre les mêmes valeurs que Trump, les mêmes techniques qu'il a utilisées, l'abnégation, qui est le courage, la persévérance, la combativité, pour aller de l'avant et sortir et être dans le Conseil des Nations et s'asseoir sur la table des grands, comme Trump l'a fait encore une deuxième fois, et c'est possible pour l'Afrique. Et deuxièmement, nous voyons que les valeurs que Trump prône sont les valeurs africaines également, parce qu'il prône par exemple les valeurs de Dieu, qu'en Afrique, que vous soyez musulman, chrétien, animiste, vous croyez qu'il existe un Dieu qui est puissant, qui est créateur de toutes choses et qui est grand. Et ça, Trump le dit clairement, il dit clairement qu'il existe un Dieu. Et deuxième valeur, Trump dit la famille c'est l'homme et la femme. Et il a dit hier encore dans son discours, il dit qu'il n'y a de reconnaissance que deux sexes dans le monde, tel que Dieu l'a créé, l'homme et la femme, point final. Il n'y a pas un autre genre. Donc, et les Africains aussi, majoritairement, croient qu'il n'existe que deux sexes, l'homme et la femme, donc ils ne sont pas dans les questions de genre, ainsi de suite. Donc Trump n'arrive pas à genrer la société, donc vous voyez qu'il a des valeurs communes aux Africains, et c'est un homme, en tout cas, que les Africains devaient connaître véritablement. Et dans ce livre,
j'ai écrit cela pour que les Africains puissent apprendre à le connaître, puissent connaître les valeurs de droite, les valeurs, je veux dire, des conservateurs, ainsi de suite. Et je crois qu'en tant qu'homme de droite, je ne devais que décrire ce que c'est que Trump véritablement, parce que les médias nous ont tout le temps décrit Trump comme étant un homme qui n'aime pas les Africains, alors que c'est l'homme qui aime véritablement les Africains. On a hâte de lire ce livre et de comprendre davantage. Absolument. Alors, M. Nedro, revenons à l'actualité du moment. Ce lundi, Donald Trump a prêté serment, un des événements les plus médiatisés au monde, et pour cause. Effectivement, c'est un événement historique, ce que nous vivons là, parce que déjà, ça part du comeback lui-même. Voici un président de la République, c'est le deuxième président aux États-Unis qui fait ce type de comeback. Et je crois que le premier l'a fait en 1892, si j'ai bonne mémoire. Et donc, Trump fait un comeback extraordinaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est l'homme qui a connu plus de charges que, comme il le dit, que des anciens bandits de grand chemin, voilà, qui ont commis des crimes extraordinaires. Et il est l'homme qui se relève, comme je l'ai dit. Donc, voici quelqu'un dont nous voyons le comeback et qui montre qu'on peut aller de rien et se battre et devenir quelqu'un. Ça, c'est très important. Et ce qu'on a vu hier, on a vu le retour d'un président qui est prêt à tout donner pour l'Amérique. Vous l'avez vu hier, dans son discours d'investiture, il a été, je ne dirais pas très agressif, mais il a été offensif dans ce qu'il va faire. Jamais on a vu un président américain, dans un discours d'investiture, dire en même temps ce qu'il va dérouler, qui va prendre par exemple le canal de Panama, qui veut le Groenland. Ça n'a jamais été le cas. On a été habitué, hein, en tant qu'observateur de la politique américaine, à un discours d'unité, un discours pour réunir le pays. Mais là, il a été dans l'offensif, il a été direct en disant ce qu'il voulait faire et en prenant vraiment ses idées. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Et la bonne chose qu'on a remarqué hier, c'est la signature des décrets, d'une centaine de décrets présidentiels devant ses partisans. Ça ne s'est jamais passé auparavant. Et je pense que voilà, c'est un moment historique que nous vivons. D'accord. Ce que le président Donald Trump compte faire, on en parle. Donc, quels sont les grands chantiers du président en termes de réforme interne, géopolitique, politique internationale ou guerre commerciale? Il y a beaucoup de réformes qu'il veut faire. Déjà, au niveau interne, le président Trump parle de ce qu'il doit mettre de l'ordre dans l'armée américaine. Il prône là deux sexes forcément, l'homme et la femme. Ça, c'est le premier point qu'il dit. Il dit également au niveau interne qu'il est important que l'État puisse prendre soin des Américains. Voilà, il ne faudrait pas qu'on dépense de l'argent partout et c'est pour cela qu'il est sorti de l'accord de Paris. L'accord de Paris qui va permettre aux États-Unis de conserver 1000 milliards de dollars qu'ils donnaient généralement comme subvention par rapport à cet accord. Et donc, il va réinvestir tout cet argent-là dans l'économie américaine, et évidemment. Bon, c'est comme si on disait Trump revenait simplement dans une position d'un isolationniste, que voilà, il ne veut pas aller de l'avant. Mais c'est à juste titre, parce que comme il dit l'Amérique d'abord, America first. Il dit l'Amérique d'abord. Et il dit, pour lui, c'est l'Amérique d'abord et l'Amérique appartient aux Américains, il faut prendre soin d'eux. Ça, c'est au plan interne. Au plan externe, ou sinon au plan de politique étrangère, le président Trump a été clair. Il dit qu'il veut être un faiseur de paix. Il veut être un faiseur de paix. Il n'est pas dans des politiques interventionnistes dans le monde où il faut aller créer des guerres. Il dit toutes les guerres qui sont actuellement là dans le monde, dans lesquelles évidemment les États-Unis sont impliqués, il va les éteindre. Et je crois qu'il vient de prendre un décret mettant fin aux aides gouvernementales américaines aux pays étrangers, y compris l'Ukraine, par exemple, pendant 90 jours, y compris l'Ukraine. Ça veut dire qu'il ne va plus donner des milliards de chèques à blanc au président Zelensky, il ne va plus donner des chèques à blanc à l'OTAN, ainsi de suite. Et il demande aux pays de l'OTAN de cotiser. Avant, le premier mandat de Trump parlait de 3%. Aujourd'hui, Trump parle de 5%. Il faut qu'ils arrivent à cotiser 5%. Et il a dit hier également, lors de son interview dans le bureau ovale où il signait des décrets, il a dit comme ça clairement qu'il fallait que ce n'est pas normal que les États-Unis aient plus de 200 milliards d'investissements supérieurs aux pays de l'OTAN. Tandis que vraiment l'Ukraine ne se trouve pas dans la porte à côté des États-Unis, ça se trouve en Europe. Il y a un océan qui sépare évidemment les États-Unis et l'Europe. Donc quelque part, quand même, c'est un président d'un pragmatisme clair, précis et qui est prêt à défendre les intérêts de son pays, mais en pensant d'abord à ses citoyens qui sont des citoyens américains. D'accord, visiblement.
Alors, revenons au choix des hommes pour conduire cette politique de Make America Great Again. J'ai envie de citer le milliardaire Elon Musk qui a un grand pouvoir dans cette nouvelle administration. Dites-nous, Monsieur Nedro, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pas du tout, pas du tout. Et quand les gens surestiment le pouvoir de Musk, voici quand même, j'ai envie de dire, voici quelqu'un qui a pris le plus gros risque de sa vie. Parce que lorsque Musk prenait ce risque, il n'y avait pas les milliardaires comme Jeff Bezos étaient dans le coin. Ils n'ont pas pris ce risque. Mark Zuckerberg non plus. Donc voici un milliardaire qui prend le risque de soutenir un outsider qui est Donald Trump. On ne sait pas s'il va gagner ou pas. Mais aujourd'hui, on dit non, Musk prend trop de pouvoir. Mais revenons en arrière et faisons un peu, reposons-nous la question différemment. Et si Trump ne gagnait pas? Et si Trump ne gagnait pas, qu'est-ce que Musk allait devenir aux États-Unis d'Amérique? Il y a eu des événements qui sont passés inaperçus devant les médias. Est-ce que vous savez que Musk a subi des procès où on a dit qu'il est rentré aux États-Unis de façon frauduleuse et que du Canada, parce que Musk de l'Afrique du Sud est d'abord parti au Canada, et c'est du Canada qu'il est parti aux États-Unis. Et que son départ du Canada et son arrivée, j'ai envie de dire, aux États-Unis s'est fait de façon frauduleuse. Vous imaginez si cet homme qui a pris un tel risque que Trump ne gagnait pas, mais attends, il allait tout perdre. Peut-être même perdre sa vie comme Trump l'a connu, plus ou moins, ou a failli le connaître. Donc, quelque part, Musk, aujourd'hui, jouit du fruit du choix qu'il a eu à faire, du risque qu'il a eu à prendre, le risque de soutenir un homme de droite et en dehors et Musk va continuer comme ils l'ont dit. Hein. Ils ont posé la question à Donald Trump pour savoir, même Musk, il prend des décisions, il dit Musk a la possibilité de faire ce qu'il veut, c'est un être humain. Je ne peux pas lui dire de faire ceci ou cela. Mais dans l'équipe, pour répondre un peu à votre question, dans l'équipe du président Donald Trump, il n'y a pas que Musk. Il y a Pam Bondi, voilà, il y a Pam Bondi qui a été nominé par Trump pour devenir ministre de la Justice. Pete, Esgray, qui a été nominé par Trump pour devenir le ministre de la Défense. Il y a Marco Rubio également, qui est un chevronné, un expérimenté, un sénateur américain très expérimenté, qui sera, j'ai envie de dire, ministre des Affaires étrangères, qui a été même confirmé hier par le Sénat américain, par 99 voix contre 0. Donc, quelque part, nous voyons qu'il a choisi des hommes d'expérience. Mais il a aussi choisi des hommes de confiance, mais il a aussi choisi des hommes très jeunes pour montrer déjà qu'il y a une succession. Et ça, c'est un message envoyé à nos chefs d'État, à nos opposants en Afrique, qui comprennent que faire de la politique, c'est aussi former des successeurs. Faire de la politique, c'est aussi former des gens qui sont capables, évidemment, de prendre la place. Et je parle à tout le monde, à ceux qui dirigent aujourd'hui les pays africains, comme ceux qui sont dans l'opposition. D'accord, merci Monsieur Serge Nedro pour toutes ces précisions.